en prendre un avec vous. Quand vous lirez ça dans le dessin, vous verrez que le portrait poursuivi, donc ça s'intéresse à la problématique enfant-soldat. Va consister en la présentation et organisage du livre Groupes armés et développement en République démocratique du Congo, dynamique, enjeux et perspectives. Je tiens de prime abord à vous lire les programmes que vous avez devant vos yeux. Nous commencerons bien sûr déjà, pour arriver, par le mot d'ouverture du directeur de la Fondation Félix Chadjaziki, M. Emmanuel. Ensuite, il y aura la présentation du projet par le professeur Pierre Morel, qui est présent. Et par la suite, vous aurez la présentation proprement dit du livre par le professeur Bissa, qui est là au fond de notre spécialité, et le vernissage du livre proprement dit. On pourra poser des questions. Ensuite, il y aura un petit cocktail à la fin. Voilà. Nous tenons sincèrement vous remercier encore une fois de plus. Pour la plupart, ce sont des confrères journalistes. Mais bien avant de commencer, nous passons la parole au responsable de la Fondation Félix Chadjaziki en République démocratique du Congo, M. Emmanuel. Arrivé si nombreux aujourd'hui pour partager ce moment de publication avec nous. Pour introduire, je voudrais dans quelques phrases vite fait expliquer quels sommes-nous en tant que fondation politique. La fondation Friedrich Ebert est proche du mouvement social-démocrate en Allemagne. On a des bureaux à travers à peu près une centaine de pays dans le monde où nous œuvrons en faveur de la démocratisation, de la bonne gouvernance. Notre bureau ici à Kinshasa, encore assez jeune, il vient d'ouvrir ses portes en 2020. Et là, ici au Congo, dû au contexte, nous mettons à part de nos travail en faveur de la démocratisation, de la participation de la population, un accent particulier aussi sur l'analyse dans l'évolution du secteur de paix et sécurité. Et c'est quelque part dans ce contexte que la fondation qui, tout au début, en 1925, on était fondée à la mort de notre premier chancelier, M. Friedrich Ebert. À l'époque, la fondation avait comme premier objectif de promouvoir la recherche sur les domaines socio-économiques et aussi donner accès aux étudiants qui venaient de milieux plutôt travailleurs, de payer des bourses afin qu'ils peuvent mener des recherches. Donc, c'est un peu dans ce contexte qu'on a pris connaissance de M. Barbert, qui a, corrigez-moi si je dis des bêtises, a un titre de professeur honoraire dans l'université de Bukavu et qui nous a mis en lien avec les institutions académiques là-bas pour soutenir un colloque. Donc, ce colloque qui a eu lieu l'année dernière avait comme objectif de rassembler des chercheurs qui avaient, soit aussi des praticiens, des ONG, qui avaient travaillé sur la thématique du développement et sur la thématique des groupes armés en RDC. Et c'est comme ça que, voilà, je ne veux pas dire tout d'un coup, l'idée de projet était née. C'est vrai, ça nous prise un peu de temps. Donc, on avait juste le temps qu'on a la première fois commencé à réfléchir comment on peut organiser cet événement. Après d'avoir vraiment le colloque à Bukavu avec, je dirais, plus d'une centaine des étudiants qui ont participé de plusieurs provinces. Et aujourd'hui, voilà le jour qu'on a un livre imprimé dans les mains
Ça nous a pris un peu de temps, mais je crois que ça valait la peine. Et aussi, on n'a pas, avec les recherches, avec le contenu, on n'a pas perdu d'actualité. Parce que là, finalement, une des questions clés que beaucoup de ces travaux tournent autour, c'était la question de démobilisation, de réintégration des ex-combattants, qui a gardé toujours l'actualité. C'est avec cela que je donne la mot à la modération. Alors, nous disons merci beaucoup à M. Emmanuel, qui est le directeur. Bien avant de passer la parole à M. Pierre Moret, je commencerai par le présenter. Vous avez peut-être devant vos yeux sa présentation, qui est en anglais. Georges Ballandier. Je ne sais pas si vous connaissez Georges Ballandier, mais c'est un penseur très important en France, mais dans le monde occidental. C'est lui qui a inventé l'anthropologie politique dans les années 50. Parce qu'avant lui, on pensait qu'il y avait des pays africains étaient sans politique, sans État, tellement primitifs qu'on ne pouvait pas vraiment les considérer comme des sociétés modernes. Et donc, ça a été une rupture totale dans toute la pensée anthropologique. Et c'est Georges Ballandier qui est à l'origine de ce changement. Et c'était un de mes proches. J'étais vraiment son assistant. Voilà, je ferme la parenthèse. Maintenant, je dois poursuivre ce que Manuel a dit. Je dois insister sur le fait que tout ceci n'aurait pas été possible sans l'appui technique et financier de la Fondation Ebert Stiftung. Ebert. Parce que, si vous voulez, c'est moi qui ai eu cette initiative. Je travaillais à Bukavu avec la coopération suisse. J'ai connu un peu le monde et tous ces problèmes. Et j'ai eu l'idée de faire un colloque qui pourrait produire un livre, déboucher sur l'impression d'un livre. Maintenant, le point de départ de cette initiative, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait en réalité assez peu de littérature scientifique sérieuse, si j'ose dire, sur le conflit de l'Est du Congo, qui dure depuis bientôt 30 ans. On parle de 6 millions de morts et on n'en parle presque pas dans la presse mondiale, par exemple. Alors que d'autres crises, comme la Syrie, ont provoqué des avalanches de commentaires, d'études, d'analyses dans tous les grands journaux mondiaux. Ici, on n'en parle presque pas. Et il faut dire aussi qu'à l'intérieur du pays, il y a relativement peu de recherches sérieuses qui sont faites par l'université quinoise, l'université congolaise. Bon, je vais m'attirer beaucoup de foudre en disant ça, mais je pense vraiment qu'il y a beaucoup de petites choses parues dans des endroits épars, peu connus, superficiels, et même avec beaucoup de propagande. Et on a du mal à voir vraiment ce qui se passe objectivement dans cette région du pays. C'est vrai que ce n'est pas facile d'y aller, c'est dangereux pour les journalistes, donc pratiquement il n'y a pas de journalistes, et la propagande joue un rôle important, pour ne pas dire capital, dans cette région. Donc on s'est dit, on va essayer de remplir cette lacune en faisant ce qu'on a expliqué, un colloque qui produirait un livre avec toutes les garanties de scientificité qu'on peut obtenir dans un pays comme celui-ci, dans une région qui est en guerre. Le but, c'était donc d'avoir une analyse aussi objective que possible, avec des auteurs confirmés qui ont travaillé dans un domaine pendant parfois des années et qui produiraient un article original, pas un truc rafistolé, bricolé, paru il y a 10 ans, mais vraiment
un produit d'aujourd'hui avec une bibliographie à la fin qui permet à ceux qui le souhaitent d'approfondir les sujets. Un bon exemple de ce cas, c'est mon voisin de droite, le professeur Bissa, qui a été l'auteur d'un de ces articles et qui nous a fait la gentillesse de venir aujourd'hui pour en parler tout à l'heure. Lui, il parlera plus des auteurs et des thèmes. Moi, je vous donne plutôt le contexte de comment la genèse de ce projet et comment les choses se sont organisées. Je voudrais quand même faire une exception aux 2 ou 3 concernant, quand je dis qu'il y a peu d'études sérieuses dans le pays, il y a quand même un auteur, et il n'est pas congolais malheureusement, il s'appelle Koen Vlassenroot, un Belge de l'université de Gand, qui suit l'évolution de la situation dans l'Est du Congo en particulier depuis de nombreuses années et qui est vraiment un connaisseur approfondi de la situation et qu'on avait prévu d'avoir dans notre livre et qui malheureusement n'a pas pu venir pour des questions de date. Avec un groupe de chercheurs, il a notamment participé à une percée théorique majeure, je trouve, qui est une tentative d'expliquer comment ces groupes armés fonctionnent. Et il appelle ça le retour circulaire. C'est une explication sur le processus qui fait que des jeunes gens qui sont dans le civil sont embrigadés dans ces groupes armés et peu de temps après, ils retournent au civil et ensuite ils retournent dans les groupes armés et c'est circulaire comme ça et à la fin, c'est toujours les mêmes personnes qui sont concernées avec ces combats. Et c'est vraiment quelque chose qui a été mis en lumière de manière très précise et qui est vraiment une avancée majeure dans l'étude de ce phénomène. Maintenant, il y a un institut, le Pôle Institute à Goma, qui produit des recherches intéressantes et suivies, et il y a aussi le baromètre sécuritaire du Kivu. Voilà, ça c'est un petit peu ce qu'on trouve sur le marché, si je peux dire. Maintenant, avec le choix que nous avons fait des auteurs, ça nous permet de couvrir pratiquement tous les domaines de la vie sociale, toutes les disciplines concernées, que ce soit le droit, l'économie, la science politique, les relations internationales, la polémologie. Le diagnostic général que font ces auteurs de gens qui protègent des vaches dans un village. C'est vraiment... Et en plus, le monde des groupes armés, il change, il évolue. Certains groupes se réunissent avec d'autres, certains groupes disparaissent, renaissent sous différentes formes. Donc c'est tout un monde indépendant et qui est sous aucun contrôle. Encore une fois, je vous le dis, il n'y a pas d'information vraiment sérieuse là-dessus. Et le professeur Bissa, qui est familier de ces groupes, et les voir sur le terrain, pourra peut-être nous en dire un peu plus là-dessus. Bon, on a voulu en faire un outil de présentation de la crise, de vulgarisation, qui est écrit dans un style accessible au plus grand nombre, qui paraît à un moment d'actualité. Comme le disait Manuel, c'est toujours malheureusement actuel, même si on avait commencé ces travaux il y a plus d'une année. Je crois que je vais arrêter là et je suis prêt à... Le professeur Pierre Morel qui nous a un peu brossé le contexte de cet ouvrage. Maintenant, nous allons passer la parole au professeur Bissa, qui est professeur d'ici de l'Université de Kinshasa.
Alors, qui est le professeur Bissa qui va devoir intervenir tout à l'heure? Professeur Bissa, Michel Bissa-Tiboul, est enseignant, chercheur senior à l'Université de Kinshasa et à l'Université catholique du Congo. Il est également secrétaire scientifique de l'Observatoire de la gouvernance, OG, et membre effectif de l'Association pour l'anthropologie du changement social et du développement à Paris. Un sérieux problème, c'est le problème de l'accessibilité aux moyens pour faire effectivement la connaissance, la recherche, mais aussi pour vulgariser cette connaissance-là. Alors, il y a un constat dans notre pays, c'est que l'état de connaissances scientifiques réelles est faible. Je peux dire que dans tous les domaines, nous continuons à utiliser les données des années 50, 60. C'est comme ça que toutes les données de base sur le Congo vraiment ont vieilli. Les débits du fleuve Congo, on continue à enseigner les gens que c'est régulier alors que ce n'est pas régulier. La quantité de nos forêts, on n'a pas en tout cas des données certifiées. Dans tous les domaines, l'état de connaissance a vieilli. Nous ne savons même plus quel est le chenal qu'il faut prendre dans les fleuves parce que nous n'avons plus des outils de mesure. Deuxième observation que je voulais faire, c'est par rapport aux connaissances. Beaucoup de gens se plaignent par rapport aux connaissances endogènes sur l'état de notre pays. Et hier, je réfléchissais encore avec un collègue pour lui dire que traditionnellement au Congo, la connaissance n'était pas quelque chose qu'on mettait à la portée de tout le monde. Ce n'est pas la culture occidentale où la science est vulgarisée pour parler. Au Congo de nos ancêtres, la connaissance était réservée aux castes, à des groupes de personnes. Lorsque vous appartenez à ces groupes, on vous amène dans la case d'initiation, on vous transmet les connaissances et c'était des domaines de survivance jusqu'à ce jour. Je vais essayer d'y aller petit à petit pour vous présenter les livres. Je voudrais encore dire que pour moi, c'est vraiment un plaisir de vous retrouver ici à la fois les scientifiques, mais aussi le monde des médias. Je voudrais parler de la société civile parce que nous avons un sérieux problème de dialogue entre scientifiques et société civile. Deuxième raison de ma joie, c'est le fait que cette cérémonie scientifique, le vernissage de ce livre sur les groupes armés et développement en RDC, se tient ici même à Kinshasa, capitale de notre pays. C'est très important parce que la plupart du temps, lorsque nous voulons parler du Congo, surtout de l'angoisse sécuritaire, c'est dans des salons internationaux. Nous sommes en Belgique, en France et tout. Et très peu ici chez nous-mêmes. Et puis enfin, je suis satisfait parce que je suis co-auteur de ces livres. Donc, mon propos va se diviser hors de ces livres. Les livres là, chacun d'entre vous va l'avoir, où se trouve son cerveau, où se trouve son cœur, où se trouve son sexe. Ensuite, je vous parlerai de son âme, puis je clôturerai avec son esprit. Quel est l'esprit de ces livres? À chaque fois, je vais essayer de circonscrire mon propos dans le contexte de l'Est, dans les textes des auteurs, dans les prétextes, qu'est-ce qui conduit, et surtout nous allons nous projeter dans les post-textes. Mais comme nous sommes ici, vous allez souffrir que j'adopte vraiment un langage congolais et de temps en temps, j'essaierai de parler avec mon cœur, pas seulement avec ma tête. Alors, quel est le corps de ce livre? Le livre que nous vous présentons aujourd'hui est intitulé « Groupes armés et développement dans l'Est du Congo ». Groupes armés et développement. Ça paraît un peu contradictoire. Et ici, on a étudié les dynamiques, enjeux et les perspectives. Il est né aux éditions de la Fondation Friedrich Ebert. Il faut reconnaître que cette fondation a déjà une culture éditoriale dans beaucoup de pays. En dehors, ils ont déjà des éditions. Peut-être qu'ici, chez nous, nous sommes les pionniers. Et l'ouvrage a 198 pages. Il s'agit de contributions de 15 enseignants-chercheurs congolais. Nous sommes 15 enseignants-chercheurs congolais et quelques membres de la société civile actifs, notamment dans le processus de Nairobi et tout qui y ont aussi contribué.
Ces chercheurs nous viennent des institutions à majorité de l'Est, mais aussi de l'Ouest du pays. Il s'agit de l'Université catholique de Bukavu, qui nous a donné 3 chercheurs qui ont contribué, l'ISLER Bukavu, l'Université officielle de Goma et Ngom, l'Université officielle de Bukavu, IOB, l'Université de Kinshasa, et donc il faut toujours joindre l'Université catholique du Congo, l'ISP Bukavu, l'Université évangélique d'Afrique centrale qui a donné la préface, parce que c'est le professeur Dr Denis Mukwege qui a préfacé ces livres. Et donc ça, c'était les 4 pages de couverture. La présentation des contributeurs se trouve à la page 6, la table des matières, page 7, les sigles et abréviations à la page 11, la préface du professeur Dr Denis Mukwege, page 11 à 12, l'introduction du professeur Pierre Morer qui parle de 13 à 26. À la page 13-26, en tout cas, il donne dans cette introduction l'idée maîtresse du livre et l'annexe qui reprend la liste cartographique de 237 groupes armés actuellement présents à l'est de la RDC. Là-bas, vous allez voir cette cartographie de la page 195 à 198 et la conclusion signée par le professeur Joël Baraka Kilimali de la page 187 à 194. Soulignant ce stade que notre recensement indique 121 groupes armés actifs au nord Kivu et 116 groupes armés actifs au sud Kivu. En d'autres termes, c'est lorsqu'on est face à cette mosaïque de groupes armés actifs qui sont là, prenons conscience que l'État a perdu le monopole de la violence légitime. Les États étaient créés au début pour avoir le monopole d'être violents. Mais là, nous avons vraiment des gens qui non seulement concurrencent aujourd'hui l'État sur le terrain de la violence, mais encore très intéressant, nous le dirons plus tard, l'État va même en partenariat avec ces groupes pour Mazalendo, c'est la configuration de ça. L'ouvrage a donc 8 chapitres, bien équilibrés au sein de 3 parties traitant successivement. La première partie est intitulée « Vers un ordre politico-sécuritaire dans la démobilisation, réinsertion des anciens combattants ici des groupes armés en RDC ». Ici, les auteurs veulent questionner la nature de ce qu'on appelle démobilisation, réinsertion régulièrement, et vous le savez que ça a été le véhicule par lequel Kinshasa aujourd'hui essaie de dire qu'il y a eu des infiltrations massives, de tout. Et au moment où nous parlons, depuis 2022, on a relancé encore un processus intitulé Programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation, PDDRCS. Et ce nouveau programme est géré par la MONUSCO aujourd'hui. Mais là encore, il y a vraiment, on a questionné ce programme. Donc, vous trouvez là-bas un chapitre qui revient sur l'approche emploi-formation pour la réinsertion des ex-combattants. C'est le professeur Mufungisi qui revient pour montrer comment est-ce que le Kivu a finalement obtenu de la valeur sécuritaire. Il y a un business autour de ces programmes de démobilisation. Ce sont les mêmes individus qui étaient démobilisés, remobilisés, redémobilisés. On les retrouve parce que lorsque vous venez avec un programme du genre $100, l'arme est contre $100. Mais la personne peut aller fabriquer des armes chez les forgerons pour venir avoir les $100. Donc il y a tout un business qui va se développer derrière ces éléments. Et ce sont les mêmes individus qui peuplent encore des groupes armés qui reviennent. Alors, le professeur Thomas Foura Mwangala se pose la question sur le PDDRCS et l'angoissante question des enfants soldats, qui revient encore à masse régulièrement, la marchandisation de la violence. Nous avons le processus dit de Nairobi, vous le connaissez, il y a un télescopage avec le processus de Luanda. C'est ce processus de Nairobi qui va nous conduire vers East African Community. Et puis, on va encore se tourner vers le processus de Luanda avec la SADC. Et là-dedans, il pose la question sur les perspectives et l'utilité de la paix. En fait, petit à petit, les auteurs se posent la question, devons-nous continuer à courir derrière la paix? Est-ce que la démocratie congolaise doit être considérée nécessairement des piliers purs?
ou est-ce qu'il ne faut pas maintenant changer ou courir derrière la puissance, par exemple? Construire un État bien gouverné. Alors, nous avons aussi les limites de réponse judiciaire à l'activisme des groupes armés au Nord Kivu, qui est développé par mes collègues Albéric Kambale et Arnaud Nyaluma, qui se pose la question finalement sur les limites des mécanismes juridiques officiels, judiciaires. Vous avez suivi les débats d'actualité aujourd'hui sur la peine de mort. Alors, mais tout le monde peut se poser la question, la guerre, c'est une entreprise de mort. Lorsque quelqu'un va en guerre, il a déjà accepté de mourir. Il sait qu'il va là-bas, il a beaucoup de chances de mourir. Et s'il sort de là vivant, c'est une exception. Et s'il n'a pas gagné la guerre, c'est-à-dire qu'il deviendra la victime de ses bourreaux. Alors, comment est-ce qu'on peut penser que la peine de mort peut mettre fin à la mort? Ça, c'est ce genre de questions qui sont posées. Puis la deuxième partie du livre questionne les essais épistémologiques et axiologiques de la recherche. On y a deux chapitres majeurs. Le chapitre de Michel Bissa, moi-même, qui fait à la fois la sociopolitique, la socio-économie, la sociodémographie et la socio-anthropologie des groupes armés. Et on essaye de voir comment est-ce qu'ils composent ces groupes armés. Ils viennent d'où? Ils sont qui comme parents? Ils épousent qui comme femmes? Ils gagnent quoi comme argent? Ils sont dans quel système politique au niveau du pays? C'est tout cela. Puis Joël Baraka Kilimali, qui revient sur des questions éthiques, et on a parlé ici de positionnalité des chercheurs face à l'objet d'étude. Donc la neutralité axiologique du chercheur. Enfin, la dernière partie du livre, ce sont les dynamiques des groupes armés au Sud Kivu au Nord Kivu. Les leçons récentes et les implications pour l'autorité de l'État. On y a deux chapitres majeurs. La conservation militarisée et mobilisation armée dans les parcs. On a là-bas aujourd'hui, même au moment où nous parlons, je pense au Kaousi-Biega, non, à Virunga, non, qui vous sacrifie, mais au Kaousi-Biega, le prof Pierre Moret a dit tout ce qui se passe là. Et puis Romain Loablocha, Ferrus Symbiose, ce sont quatre qui vont revenir sur l'activisme des ADF et les défis pour le développement humain. Est-ce que les ADF existent encore, tel qu'on les connaissait au début, comme un groupe ougandais? Et en réalité, aujourd'hui, on a l'impression que c'est un autre groupe qui porte ce nom-là. Et puis, il y a eu l'activité des Ougandais qui a eu pour conséquence de déplacer l'épicentre de ces ADF. Alors, la majorité des enseignants-chercheurs vivent et travaillent dans les Kivu ensanglantés et enflammés. L'écriture scientifique est attrayante, on l'a dit ici, peut-être même passionnante, aisément accessible à n'importe quel lecteur, même un élève de l'école primaire peut lire ces livres. Par ailleurs, les 168 ouvrages et articles cités dans les différentes bibliographies renvoient aussi bien aux textes les plus vieux qu'aux récentes productions scientifiques par rapport à cette angoisse existentielle. Donc, comportent les esprits de leurs auteurs, mais au-delà de leurs auteurs, les livres comportent les âmes des enquêteurs qui ont répondu et qui ont fourni des informations. Alors, au nom de tous les 14 auteurs et contributeurs qui ont contribué à cet ouvrage, aussi à l'honneur de la Fondation Friedrich Ebert qui a soutenu cet ouvrage, intitulé Groupes armés et développement en République démocratique du Congo, dynamique, enjeux et perspectives, notre cher ouvrage, nous te baptisons au nom de la science, dans l'esprit de l'objectivité scientifique et dans l'âme patriotique pour que tu contribues au bonheur et à l'apport de la paix en République démocratique du Congo. Que tu trouves la place dans toutes les bibliothèques de ce pays et dans les différents réseaux sociaux. Je vous remercie. D'accord, merci beaucoup.